Donc, on est très heureux de vous avoir ce matin. Tout le comité étudiant, on est très content de vous voir avec Nicolas pour les 2 jours qu'on a préparés pour vous. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais laisser la parole à Gregor pour introduire ces journées doctorales. Oh, merci beaucoup, Evelyne. Et je pense qu'il est désormais de rigueur. And I'm just going to tell you, if you're not sure, you should have a little interpretation button, a slogan on the bottom of your screen, and you then can click your language choice, OK? Alors, il est devenu de rigueur de signaler où nous en sommes, même virtuellement. Alors, d'entrée de jeu, nous souhaitons reconnaître que l'Université de Montréal et en effet toutes les universités montréalaises sont situées en territoire autochtone non cédé. C'est la nation Ganyangé-Haga qui est le gardien des terres et des eaux où nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui. Tjijiagé, autrement connu comme Montréal en anglais et en français, est historiquement un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Tjijiagé veut dire là où le groupe se scinde ou emprunte des chemins différents. Si vous étiez avec nous, vous verrez la confluence des rivières et des fleuves ainsi que de multiples îles. C'est ainsi tout à fait approprié pour ces journées doctorales, car il s'agit toujours d'un lieu de rassemblement virtuel aujourd'hui, un site incontournable pour les relations diplomatiques, les échanges culturels, linguistiques et commerciaux. Et certains aiment bien rappeler qu'en 1701, il y avait la Grande Paix, le traité de la Grande Paix qui était signé entre 39 nations autochtones et le gouverneur de la Nouvelle-France pour mettre fin à des conflits destructeurs entre eux, y compris entre les Premières Nations. Alors, c'est dans le respect du passé, présent et futur que nous reconnaissons ce fait. Et comme je dis, c'est assez intéressant que nous avons ici un lieu de rassemblement parce que c'est véritablement le cas. Je vous rappelle en fait déjà 3 écoles doctorales lors de nos activités colloques Magog. On espère en voir d'autres dans le cadre du projet de partenariat. Et il y a aussi 4 journées doctorales, dont celle-ci, ainsi que des ateliers virtuels. Et l'aspect particulier de toutes ces activités, elles sont impulsées par les étudiants. Et il s'agit de reconnaître d'emblée, dès le départ, l'apport de l'étudiant, le comité étudiant Cassandra Boquette, Evelyne Dion, Alissa Hannon et Daniel Nicholson, ainsi que l'étudiant dans l'homme, Nicolas Roby, et l'équipe à son appui, Francine Jacques, Soledad, Cardona, Audrey Fortier, ainsi que les interprètes qui sont à l'appui de cette activité. Et c'est véritablement un lieu de rassemblement aujourd'hui parce qu'on compte autour de 50 participants, d'au moins 11 centres partenaires. Si je ne m'abuse pas, nous avons des gens à Beijing, nous avons des gens à Brisbane, nous avons des gens en France, en Belgique, au Pays de Galles, en Angleterre, aux États-Unis, bien sûr, et au Canada. Et le champion de tout, si j'ai bien compris le chiffre, c'est Université Laval avec 9 participants, au moins que c'était dépassé par Université de Montréal avec ses 8. Et juste à Cardiff, il y a 6 participants. Alors là c'est McMaster, il y en a 4. Vous allez faire décider entre vous qui est le champion ici, mais pour nous, il s'agit d'un grand succès. Je tiens à vous remercier à la fois du fait que nous avons ces rassemblements, mais aussi du contenu si riche. Alors, je vous cède la parole en vous remerciant de cette activité qui est vraiment digne de l'idée que nous avons d'avoir un projet de partenariat qui nous permet de faire des choses autrement, y compris dans les activités de formation. Et ici, c'est une manifestation magnifique de cette impulsion. Alors, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Gregor. Donc, au nom du comité étudiant, évidemment, on est très heureux de vous avoir. Je vais vous faire un tour de table rapidement concernant le programme pour les 2 journées doctorales qui s'en viennent. Donc, aujourd'hui, on est choyé avec beaucoup d'invités qui viennent nous parler du processus d'embauche dans les universités nord-américaines, particulièrement pour les postes de professeurs. Donc, on aura 2 sections. On va parler de monter votre dossier et ensuite des entrevues. On devrait terminer vers midi. Nous aurons une petite pause entre les 2 parties. Demain, nous avons en fait 2 activités un peu distinctes aussi dans l'avant-midi. Donc, on commence à 9 h par contre. Donc, à 9 h jusqu'à 10h30, il y aura une conférence sur l'avenir du travail numérique avec l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Merci beaucoup à Julie, d'ailleurs. Et ensuite, à partir de 11 h jusqu'à midi et quart, cette fois-ci en collaboration avec Rutgers et Loughborough University of London, nous allons avoir une conférence sur le passé et l'avenir du travail à l'avenir des travailleurs. Donc, avec une grande variété aussi de participants. Donc, n'oubliez pas, demain matin aussi, en avant-midi, on vous attend en grand nombre. Donc, je laisse maintenant la parole à Cassandra Bucket qui va pouvoir continuer pour le premier panel. Bonjour tout le monde. So I'll just start by giving a brief overview of what this session will entail. So the first part of this session is going to be looking at the application process in a sort of Canadian, perhaps more applicably to a North American context. So just to kind of set the tone for the session, one of the things we didn't want today to be about was about setting criteria or targets for getting academic jobs. What we wanted the session to really do, and which we've asked our panelists who very kindly agreed to participate today to help us do, is to talk about how we as young researchers can frame our profile or our research to fit the open positions that are available. So it's not what we should have, but it's how to make the best of what we do have at the point of application for the position that we're applying for, and how we can make what we have as a profile fit what the university or department is looking for. So we're focusing on the strengths and addressing individual weaknesses in terms of CV and application packs. And a lot of the questions, we hope you'll ask questions along the lines of how we as junior researchers can frame research or our publications or our teaching experience in that light. So it appears that we're good candidates for the job. So just to kind of touch a little bit on what the application process looks like in a Canadian context. It usually consists of 4 different parts. The one that's similar across the world is the CV, the academic CV. But it also contains a cover letter, which usually includes things like why this particular institution, why this post, and an overview of your pitch and how you're framing yourself as a strong candidate for this specific role. The second part will be a teaching statement, which includes not only your teaching experience, but also you need to include details about your pedagogic approach. And the third part of your application will involve a research statement. So this is your current research profile, including your current achievements, your research pipeline, which is any written outputs that you're working on in the near future, current research that your projects that you're participating in, and some idea of planned future projects. So when you get your first tenured position, what funding are you planning to apply for? What might that research project look like? You know, and what does that project entail? So before we start, obviously, one of the things we may touch on today is how to read the job posting. There are often hints when you look at job applications in a Canadian context about what a department or school is looking for, what teaching and research profile they need to fill the gaps that they have in their department as well. So that's an important part of the application process. So I won't take up any more time because it's obviously we want to give as much time to the participants who are going to basically answer 2 questions. We've got the participants are splitting themselves into 2 groups. One will be those who have either supported candidates through the application process,
sat potentially on hiring committees, or help candidates prepare both for the application and the interview processes, which will be the second half of today's session. And they will be they'll start by answering the first question for about 2 minutes. What would be your 2 best tips for preparing a solid application and avoiding the most common application pitfalls? And then the second group on our panel are people who've all secured tenure track positions in the last few years, some very recently. So Sara and Julie and Vincent, who had an interesting path applying from France. So he may be able to talk a little bit to anyone in the audience who's looking for information about how you might apply to a Canadian context from outside of Canada. And they're going to be talking through initially the question of what were some of the hardest parts of writing the application process for them, and were some parts harder than expected, and why. So without further ado, I'd like to hand over to our panelists. So does anyone want to start? Nicolas, Gregor, Johanna, do you want to start us off? I can start, sure. Get the ball rolling. Thanks very much for having me, everyone who's put together this program. I hope you have a wonderful 2-day session. So my name is Johanna Weststar, and I'm an associate professor in the Dan Department of Management and Organizational Studies, which is a bit of a mouthful, but it's a department in the social science unit of at Western University. So I'm not in a business school, I'm in a social science department, but we kind of cover off that management and organizational studies piece. So, I mean, in terms of best tips for putting together strong applications, I may use my prerogative a little bit here to morph that question, because I think what I'd like to convey first, and it's as part of putting together a strong application, is to understand the politics of the place that you're applying as much as you can. The job search process is not neutral in a department. You won't see a lot of what happened behind the scenes. You just see a job advertisement, right? But a lot of give and take has probably happened in a department to get to the point of putting out a job ad. There may have been competing ideas about what kind of candidate a department was looking for. There may be still different ideas, and one of them has prevailed in some way. And I think it's just important for you to be aware of that subtext when you're in an interview context or a job search context, because sometimes a department is looking for something very specific. Sometimes they're looking for something very broad. So I guess my first tip in terms of thinking about your application is to, if you can get insider knowledge on that position, do so, whether that's through your networks because they know some of the people in that department, or if through your networks you can reach out to somebody in that department. And you want to be careful about this because you don't want to expose yourself to someone and say something that they then, bring a bad story back to their unit. But if you can find someone who you can trust to speak relatively candidly about the position, that will help you then frame your application, and it will help you frame what you say and do when you're there in the interview or the job talk process, because you might have some greater intelligence about what is this department actually looking for. The job ad, as Cassie said, is very important for signaling certain things. But there's a lot of subtext there, and a lot of job ads are templates. So pay specific attention to the parts of a job advertisement that aren't the template, because those are actually the words that the department has somehow come to craft. So those are meaningful.
and they can signal the headspace of the appointments committee or hiring committee. They can signal a little bit the fit that a department is looking for. And so I would recommend that you want to kind of speak to those elements as much as you can, especially if a job ad is saying, we are really looking for this or this or this. You want to be able to pick up on that thread, because in the committee's deliberations, oftentimes they'll try to go back to the job ad and say, okay, well, what did we ask for? What did we decide that we wanted? Is this CV, because that's all they know you as at that point, is this CV satisfying those spaces? So that's one tip, I guess, is just to kind of understand that political process, try to get some insider knowledge if you can. The other tip I would give is also a little bit related to kind of a politics piece, more so than what you actually put, you know, how many publications you have or how many courses you've taught. But more and more in universities, under the austerity narratives, departments often have to fight tooth and nail to get these posts. They've worked hard to beg the central administration to have money to hire. It is very important to that department that they hire, and that they hire well in their minds. So you want to do as much as you can in your application process to show that you are a safe bet, or even better than that, a strong bet, because they don't want to have a situation where they have a failed search, or you come in and you know, it doesn't pan out and maybe you leave, because now they have to go and beg for that money again, and they may not get it back. So it's a very critical process for the department that you're entering into. And the more that you can show the department in your paperwork, and also if you get shortlisted in your face-to-face interactions, that you are someone who is going to get tenure at this institution, who has a strong pipeline and plan, a cohesive narrative about where you're going, and that you're not going to leave. That's important. And you know, you might leave in the future, but you don't want to signal that at this stage, right? You want to come across as someone who is committed to this institution, committed to this department. You're going to stick around and pull your weight for the long haul, because that's what they need you to do. So maybe I'll just leave it there, and happy to, you know, talk about any other elements as we go. Thanks so much. Does Nicolas or Gregor want to step in next? I can go, or Nick, you can go, whatever you please. J'ai activé mon micro, mais tu peux y aller, Gregor, si tu veux, c'est comme tu veux. Bon, alors j'irai. I was going to speak in English, so great advice from Johanna. I'm going to temper her first advice on knowing about the politics, because there can be, you want to be sensitive to the politics, but you don't want to become entwined in the politics. And particularly, you don't want to be someone's candidate to the degree that you're not everyone's candidate. I think that, and Johanna was certainly not suggesting the contrary. I'm going to start with the first piece of advice. Be yourself. You can't be a chameleon. If you're studying union innovation strategies, you're probably not in a position to be applying for a post in payment systems. Sometimes when you're applying, you're actually signaling that you're on the job market, that you have an interesting resume and everything else. And sometimes you should apply and sometimes you shouldn't apply, but you shouldn't be try to be something other than you are. And I think that that's actually quite important, because people see it clearly. So
if you've got a cohesive narrative and you're true to what you're doing, then people see that. And if you're trying to present yourself as something else, even though I've not done any of this up until now, I really think I could do it. Well, it doesn't make for a credible candidacy. And it means that you're going in 3 directions at once. So if you can be yourself, and being yourself also means that they're not hiring your research affiliation. They're not hiring your supervisor. In other words, all of these things are incubator conditions, but in the end, they're looking at you, and therefore don't try and put anything else in the picture unless asked. Then you, I mean, in the sense, it's not bad to say that I've been doing this and I've been doing that and so on, but just remember, you're not hiring affiliations, you're hiring you, and therefore that narrative of being true to yourself is important. I'm also going to say, in this sense, there are a number of tricky aspects. For example, what if you're French and applying? The or American and applying, and there are lots of jobs in Canada. The way that the immigration rules work, and I think that Vincent can speak to this as well, but essentially, if a hiring committee decides that the outstanding candidate is a non-Canadian, we're talking about Canada here, then it's not an issue. In other words, it will meet the immigration requirements. If the hiring committee, and most hiring committees are not that naive, that says, well, our first choice is this, but our second choice is that, and they're really equal, then that does not, and one meets citizenship or permanent residence requirements and the other candidate does not, then that does not pass the test. So it's being a foreign candidate does not mean that you shouldn't apply, but it means that the committee has to decide that you are the outstanding candidate and that therefore that you can be retained. And some universities, even for that reason, almost have permanent fictitious adverts that say we're recruiting in all areas, so that they can then say, but I think that's an older version of the residence requirements, but I actually was dealing with this last week on a university committee, so that was what was given to me as the correct information. I'm also going to say, in being true to yourself, there's probably an area where you have to be less true to yourself, and that is, and I'm going to come back to this in the second one. Most people are not very interested in your thesis. So if you're true to yourself, then you're going to talk with enthusiasm and until the cows come home about your thesis, whereas that's not what actually people want to hear. This will be part of a narrative that you're constructing, but you have to be able to situate your thesis in something larger, which has meaning to people, and they don't have to get hung up on the details. And I'll come back to that when we're in the second question about how to negotiate the process. The second piece of advice I have is it's about the package, but it's in particular about padding your CV. Padding your CV means putting in all kinds of things, often getting them all mixed up. And honestly, that's fatal for a hiring committee. If you don't know how to present your CV and give a true picture, so that they don't want in the CV, in a research statement, you can talk about the publications you plan to make, but in a CV, you should not be talking about, well, here are all these things I have in the works. Maybe they're interesting, but they're a little more interested in harder things, and they want to make sure the hiring committees, and I'm on lots of promotion committees, really are interested in differentiating categories. So if it's one category, it's this. If you are doing a revise and resubmit, it's not a publication. It goes under a category of publications currently submitted. You just need to make sure of all of these things, because most of the institutions have
their own institutional CVs for promotion in the way that they're presented in this way. And therefore, that's the way they think about these things. So the inside information can often be helpful of just getting what their institutional CV looks like so you can pick up on the same categories. And this is where we go back to the first advice. It's be yourself and don't get caught into a self-guilt trip. You are where you are and you're not somewhere else. So present what you've done, but be very explanatory in the way that you present this, so that if you were actually teaching something, say what it is that you were teaching. If you're organizing this doctoral school, well, say what it is and what it involved and who was it involved, because otherwise, how will people know? So you have to be quite explicit about the things you've done so that you can let, if you're a member of the CRIMT student funding evaluation committee, we'll say what it is. We've often said, okay, well, we need to know it's cross Canada or it's international. How many files are you evaluating? What did it actually involve? If we don't have these things, these are hard bits. In other words, something which is you've actually done, which is very interesting, but which needs explanation because you can't make any assumptions that anyone would have a clue what's this about. And it might become part of the narrative of saying, well, look, this person is going to be very collegial or already done all of these kinds of things. That's great. It adds to the narrative. So I'll stop there. And great questions. Thanks very much, Gregor. Nicolas, did you want to give a tip? Excusez-moi. Bonjour tout le monde. Bienvenue aussi de ma part à ces 2 journées doctorales sur lesquelles le comité étudiant a beaucoup travaillé. Je suis un témoin privilégié de ce travail, donc je tenais à le souligner. Je tenais à souligner leur engagement à la fois envers vous, envers le domaine de recherche dans lequel ils s'investissent. C'est rafraîchissant, en fait, de voir et de constater tout ça. Donc, ça, c'est pour ma petite introduction. Pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, autrement que de dire que jusqu'à maintenant, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, y incluant dans les nuances introduites pour ce qui est du contexte politique, ou en fait qui renvoie à une forme d'historicité d'une unité particulière dans laquelle vous cherchez à vous intégrer, ou enfin que vous souhaitez intégrer à titre de candidat. Et il est important de comprendre ça, de comprendre le contexte, mais il faut savoir dès le départ qu'il y a bien des choses qui vont vous échapper. Et on y reviendra peut-être dans la deuxième partie. Vous allez faire des faux pas qui ne sont pas des faux pas, en fait. C'est que vous l'ignorez. C'est un peu comme aller sur le terrain dans vos recherches et puis tout à coup réaliser que vous avez dit quelque chose qui déclenche tout à coup une réaction qui est totalement insoupçonnée ou en fait que vous n'aviez pas préfigurée. Donc, il ne faut pas prendre personnellement ou enfin considérer que parce que vous avez dit tel ou tel truc, ça fait de vous éventuellement un moins bon candidat, même pour d'autres applications. Alors, il faut réaliser qu'on s'insère dans un contexte hautement politisé, qu'effectivement les emplois ou les postes affichés font l'objet de compromis souvent importants entre différentes factions, on va dire, à l'intérieur du département, donc, ou différentes traditions disciplinaires ou différentes traditions méthodologiques. Alors, il est important de réaliser ça. Je suis tout à fait d'accord donc avec ce que Johanna et Gregor disaient sur ce plan-là. Mais surtout, réaliser aussi qu'il est possible que vous ne maîtrisiez pas, et puis même il est tout à fait, non seulement possible, mais il est évident que vous ne maîtrisez pas toutes les dimensions de ce contexte, peu importe la qualité des informations que vous fourniront des insiders en bon français, qui représentent peut-être une faction sur plusieurs, et qui, dès lors, ne vous donnent pas forcément le portrait complet de la situation.
moi, je pense qu'il faut considérer votre application parce que, bon, moi, je l'ai pris vraiment comme préparation dossier, si on veut, comme un tout cohérent. Donc, il y a un certain nombre de pièces qui sont requises pour la formulation de votre dossier de candidature. Et moi, je pense qu'il est important de fournir au comité une histoire cohérente. Et ça, je pense aussi que ce n'est pas mauvais d'avoir un regard extérieur qui va chercher à concilier l'offre d'emploi. Et puis, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec Johanna. Il faut regarder ce qui semble être la variable outlier dans la définition du poste. Et souvent, c'est assez évident, en fait, c'est assez télégraphié parce qu'on va chercher soit une personne spécifique, soit quelqu'un qui va s'insérer dans un courant particulier. Et donc, chercher ces phrases. Et là, ce n'est pas de reconnaître l'inadéquation ou l'adéquation de votre dossier et puis de conclure que parce que c'est inadéquat, vaut mieux la peine de ne pas postuler l'emploi. Moi, j'apporterais une nuance dans le cas de votre thème de recherche. Il y a des concepts qui voyagent, puis il y a des concepts qui peuvent avoir des applications multiples qui ne sont pas forcément limités à un acteur en particulier. Et parfois, c'est dans la façon dont vous allez cadrer vos recherches jusque-là et dans la façon dont vous allez préfigurer ce que vous allez faire dans les 3, 4, 5 prochaines années. Et si c'est un concept qui voyage, alors j'ai travaillé dans les dernières années avec quelqu'un, par exemple, qui étudiait le leadership, mais le leadership chez un acteur particulier. Et l'emploi postulé s'intéressait au leadership, mais chez un autre acteur. Alors, dans un cas, c'était l'acteur syndical, et puis le département cherchait quelqu'un qui étudiait le leadership, mais dans une perspective de gestion. Et le travail, au fond, consistait à partir du concept et de voir est-ce que le concept ne peut pas avoir une application qui est plus universelle que celle qui a été présentée dans le travail de recherche, dans la thèse, qui, lui, concernait un acteur parmi, disons, un éventail d'acteurs dans le champ des relations industrielles. Et donc, et puis, bon, la bonne nouvelle, c'est que l'étudiant finit par avoir l'emploi et a cadré son projet d'une autre façon qu'il l'avait ou il l'avait cadré dans la thèse. Donc, je pense que ça ne vous disqualifie pas d'emblée. Évidemment, il y a des thèses ou des sujets qui voyagent un peu moins bien. Il faut le remarquer ou le constater au départ. Mais ce n'est pas pour moi un empêchement. C'est une question de cadrage et une question de la façon dont vous allez présenter votre parcours doctoral, présenter vos recherches, présenter votre dossier. Alors pour moi, dans un contexte où il faut chercher à vendre son parcours, beaucoup plus qu'à considérer qu'est-ce qui nous manque ou qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qui fait qu'on ne pourra pas appliquer sur tous ces emplois. C'est de dire qu'est-ce qui dans mon parcours répond à l'offre et qu'est-ce qui dans mon parcours peut être intéressant au-delà même de ce qui est demandé dans l'offre d'emploi spécifique. Et souvent, les comités ont une idée de ce qu'ils cherchent parce qu'effectivement, ça a fait l'objet de discussions intenses au département. Mais vous pouvez apporter des qualités, vous pouvez apporter des expertises méthodologiques, par exemple, que n'a même pas anticipé le comité ou n'a pas anticipé le département au moment de formuler l'offre d'emploi, mais qui tout à coup va devenir très intéressante. Vous allez apporter une couleur, vous allez apporter une dimension différente à l'offre et peut-être que ça va au moins faire passer la première étape de la candidature, donc une première entrevue qui, là, va vous permettre de faire valoir auprès du comité ces éléments qui s'additionnent finalement à votre portfolio et qui pourraient éventuellement intéresser le département. Alors, il y a la définition d'emploi formelle publiée, et puis ce qu'éventuellement vous pouvez faire valoir, vous pouvez vendre au-delà de ce qui est demandé de façon explicite. Et enfin, je dirais que le choix de l'institution où vous allez postuler, évidemment, peut-être qu'il y a un seul emploi qui s'ouvre, et puis vous allez postuler l'emploi qui s'ouvre. Cela dit, il faut donner l'impression au comité ou donner le sentiment que parmi tous vos choix potentiels, c'est celui-là
que vous avez sélectionné parce que A, B, C, D. C'est-à-dire démontrer, au fond, que c'est votre choix d'institution, votre choix d'unité, que vous souhaitez y faire carrière, que c'est un endroit qui répond à vos aspirations, etc., etc. Et ça, quand vous allez monter votre dossier de candidature, la lettre d'introduction joue un rôle capital. Et si vous avez dans vos témoins qui vont vous écrire des lettres d'appui, un témoin qui peut corroborer d'une façon ou d'une autre, idéalement subtilement, vos aspirations, ça rejoint le premier élément que je mentionnais, c'est-à-dire l'importance de présenter un dossier qui est cohérent, de raconter une histoire finalement qui se tient de bout en bout. Alors, vous êtes intéressé à appliquer là, vous connaissez minimalement les dynamiques locales, vous pouvez apporter peut-être plus que ce que cherche le département à l'heure actuelle, etc., etc. Donc, pour moi, c'est dans le cadrage, dans la façon dont vous allez présenter votre dossier, beaucoup plus que dans une élimination a priori de tel ou tel milieu parce que vous avez l'impression que vous ne cadrez pas forcément avec ce qui est recherché. Donc, peut-être qu'il faut résister à votre impulsion première de dire non, non, moi, je ne cadre pas avec ce que recherche le département. Et pour moi, c'est cette question de cadrage dans la façon dont vous allez présenter votre dossier et faire coïncider les différentes pièces que peut-être vous allez arriver à convaincre un comité, à tout le moins de vous entendre en entrevue. Et là, vous défendrez l'intérêt de votre candidature au-delà donc de ce qui sera fourni sur papier. Donc, je m'arrête là et puis je laisse à d'autres. Okay, merci Nicolas. And so now I'll hand over to Blandine, if you'd like to take the floor. Bonjour, merci Nicolas de m'avoir envoyé le lien. Je sortais d'une réunion et je m'excuse pour le retard, je n'avais pas vu le nouveau lien, donc merci d'organiser ceci. Je vais peut-être me baser sur mon expérience en tant que candidate à l'époque où j'ai postulé pour un poste à l'Université du Québec à Montréal, mais aussi je vais me baser aussi sur une récente expérience dans un comité d'embauche et les erreurs que j'ai vues que j'avais faites à l'époque et qui se refont régulièrement aussi par beaucoup de candidats. Première chose, je voulais appuyer peut-être sur l'aspect un peu anecdotique quand vous présentez votre parcours. En fait, Gregor l'a dit tout à l'heure, il faut dire exactement ce qu'on a fait. On a tendance à lister, à donner une liste de courses. J'ai 3 publications, j'ai ceci, j'ai cela. Et quand on est en entrevue, c'est comme si on répétait un peu le CV, mais on oubliait que ce que les gens veulent faire, c'est j'ai le mot en anglais, mais they want to relate to you, really, and see where you could relate to them while you're in the... Je m'excuse de passer en anglais, mais ça me vient beaucoup plus en anglais. Et on a remarqué que souvent, les candidats qui nous paraissaient flous, par exemple, quand on est dans un comité d'embauche, c'est ceux qui n'arrivent pas à sortir de cette liste de courses et de donner 2 ou 3 anecdotes ou 2 ou 3 précisions et en faire un récit. Donc, par exemple, Gregor donnait tout à l'heure l'exemple d'organiser un colloque, mais de raconter ce qu'il y avait vraiment et concrètement dans ce colloque ou dans cette journée doctorale. Parfois même dire qui avait été invité, pourquoi, dans quel but on avait choisi un thème par rapport à un autre et comment son implication personnelle a contribué à l'élaboration de ce thème. Donc, je trouve que, en tout cas, on a trouvé aussi collectivement, notamment dans un comité, que ça donnait une coche de plus et ça nous faisait réaliser que telle personne était en connexion, si on va parler de réseau, avec tel ou tel groupe de personnes ou telle thématique. Donc, Nicolas disait, pas juste étudier le leadership, mais étudier le leadership peut-être selon des circonstances et une évolution qui peut paraître beaucoup plus claire dans l'appréhension de cette thématique ou ce concept dans des événements comme des webinaires, etc. L'autre aspect aussi que je voulais souligner, c'est que souvent, quand on reçoit, disons, une vingtaine de candidatures, voire plus parfois pour un même poste,
il y a souvent une première présélection, un premier screening où on voit déjà ceux qui appliquent parce qu'ils veulent appliquer à 4000 postes en même temps, just in case ils sont pris. Et on a une petite liste qui commence à apparaître à un moment donné de ceux qui veulent vraiment ce poste pour les raisons liées aux critères de sélection. Et au bout d'un moment, on arrive à faire cette présélection très, très rapidement. Le problème, c'est que c'est ça. Il se peut que certains passent dans le filet de cette présélection pour avoir été trop génériques et n'avoir pas vraiment répondu aux critères spécifiques pour que la personne étrangère à son CV puisse se dire, bah oui, en fait, elle va de ce côté ou de l'autre côté. Et ce qui se passe parfois aussi, si on va continuer un peu dans l'idée de présélection, présélection, c'est que souvent, comme nous étant par exemple du CRIMT, on va toujours dire dans nos CV, on veut être co-chercheur membre du CRIMT. Alors, ce qu'on retrouve aussi dans le contexte québécois, c'est qu'il y a un autre centre de recherche interuniversitaire, le CRIS, et donc tous ceux qui veulent travailler à l'UQAM veulent faire partie du CRIS aussi. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que des fois, on se prête à des groupes ou à des affiliations et on se présente à travers ces affiliations sans peut-être forcément vouloir faire partie éventuellement de ces affiliations. Sauf que là, vous teintez déjà votre profil aussi avec qui vous êtes et avec quel corps professoral en dehors de votre université ou de votre département, vous allez avoir des conversations conceptuelles. Et ça, j'ai remarqué plusieurs fois que ça, dans nos assemblées départementales d'embauche, donc où la personne se présente et dit je veux faire partie du CRIS, je donne l'exemple de l'autre centre de recherche dont les Québécois parlent souvent dans notre milieu. Et on voit tout de suite que le CRIS est là, encore une fois, juste pour teinter une espèce de forme d'association qu'on veut faire avec son profil. Ceci pour dire que quand vous présentez vraiment votre profil. Et si ça se peut aussi qu'un co-chercheur membre du CRIMT veuille faire partie d'une autre association. Mais le dire pour le dire et avoir présenté tout son sujet, et ensuite coller une étiquette d'affiliation a beaucoup joué contre certains candidats. They want to be part of it, mais on ne sait, mais pas trop, pas vraiment, ou alors juste pour faire plaisir aux membres de ce département-là. Et je le dis parce que souvent, c'est l'erreur peut-être que peuvent faire les étudiants étrangers qui viennent et qui arrivent, par exemple, au Québec, et qui veulent forcément s'affilier à des associations interuniversitaires au Québec. Mais ça peut arriver aussi avec des étudiants locaux. Et on se colle cette étiquette pour dire qu'on a un réseau, on a une famille. Sauf que là, on s'éloigne parfois des choses qu'on a pu faire à l'international qui peuvent aussi apporter d'autres choses que ce département peut vouloir, sans forcément vouloir que vous vous affiliez à des centres plus locaux que vous pourrez faire plus tard dans l'évolution de votre carrière. Je pense que je vais m'arrêter là, mais ce sont les deux aspects que je voulais souligner pour ajouter à la conversation. Merci Blandine. So we'll hand straight over to Vincent, Sara, and Julie. Does anyone have a preference about who would like to speak first? No? Allez, vas-y, Julie. Oh. Sinon, je peux y aller en français. J'ai 3 points rapides. Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous rencontrer pour ceux que je ne connais pas. Puis je suis contente de voir ceux qui ont la caméra allumée pour ceux qui ont la caméra allumée. Mon nom, c'est Sara. J'ai fait ma maîtrise et mon doctorat que je vais soutenir cette semaine à HEC en gestion des ressources humaines. Toujours été affiliée avec le CRIMT. Puis là, j'ai eu le privilège d'avoir un poste à HEC en gestion des ressources humaines, donc une business school. Donc, j'aurais 3 éléments essentiels à partager. Le premier, c'est, je ne sais pas comment les autres doctorants sont, mais moi, j'avais quand même un certain enjeu au niveau de la confiance pendant mon doctorat. Donc, lorsqu'on voit les postes s'afficher, je crois personnellement qu'on a tendance à regarder un peu ce que Gregor mentionnait, ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a pas fait correctement pendant notre parcours, le temps trop long, le temps trop court, pas assez de publications, peu importe.
Donc, le premier conseil, c'est vraiment de focusser sur ce qu'on a fait, ce qui est passé, puis de tabler sur nos forces. Je dirais donc de retrouver cette confiance-là dans le processus. Pour moi, c'est important. Le deuxième élément, c'est au niveau du narratif. On en a parlé beaucoup, mais concrètement, pour moi, ce que ça a voulu dire, ça a été de penser... j'ai fait beaucoup d'éléments interdisciplinaires, j'ai fait des relations de travail, j'appliquais sur un poste en gestion des ressources humaines. Donc, d'essayer de trouver dans mon parcours le fil conducteur gestion des ressources humaines et centrer toute ma préparation là-dessus. Puis, on en parlera peut-être lors de l'entrevue, mais revenir à cette cohérence-là, qui vous êtes, et de faire quelque chose de très succinct et de très personnel, sans nécessairement compter sa vie, pour que les futurs collègues puissent essayer de comprendre qui vous êtes concrètement. Puis le troisième élément, qui est un défi, pour moi, ça a été justement le positionnement qu'on veut se donner quand on fait de la recherche ou on a des intérêts de recherche interdisciplinaire. Donc, je crois que c'est très, en théorie, valorisé, mais dans le concret, dans les postes, c'est difficile de démontrer qu'on a un intérêt, puis on a fait de la recherche interdisciplinaire, qu'on est membre du CRIMT, qu'on a fait plusieurs choses, mais en même temps qu'on est capable de contribuer à un poste avec une spécialisation très spécifique. Donc, pour moi, ça a été, puis ça demeure toujours, je dirais, ça peut être une force, mais pour certaines personnes dans les comités, ça peut être perçu comme une faiblesse. Donc, c'est d'essayer de trouver un narratif, puis d'être très authentique là-dedans, là, de s'assumer et d'expliquer un peu notre fil conducteur, puis pourquoi on a fait de la recherche interdisciplinaire, je dirais. Je ne sais pas si c'est clair, mais ça serait mes 3 points essentiels. Merci, Sara. Thanks so much for that. So I'll hand over now to Julie. Do you want to go next? Oui. Alors, bonjour, mon nom est Julie Garneau. Je suis également en fin de rédaction de thèse. Donc, moi, je vais soumettre dans les prochains jours, mais avec une défense bientôt. Donc, j'en suis là. Moi, j'ai fait un retour aux études. Donc, moi, mon bac et ma maîtrise ont été faits avant 98. Et puis, donc, j'ai travaillé, c'est le retour aux études. Ce qui fait que moi, au niveau de mon processus d'embauche, puisque là, je suis dans un processus d'embauche avec l'UQO, et je suis encore en processus puisque j'attends toujours la confirmation du conseil d'administration qui doit se pencher aujourd'hui même sur mon embauche. Mais donc, je pars à partir d'une recommandation là, du département pour mon embauche. Donc, je commence tranquillement à y penser, même si j'attends toujours la confirmation officielle, mais apparemment, c'est une technicalité. Mais simplement pour dans mon processus, qu'est-ce que je vous dirais, c'est de vous préparer d'avance. Là, ça serait mon conseil de dire commencez tout de suite, même s'il n'y a pas de poste d'ouvert, d'avoir toujours un CV toujours à jour, parce que quand arrive une occasion de tout reconstruire ça, ça devient beaucoup trop énergivore, et de bien avoir toujours un CV toujours à jour. Toujours penser aussi à son enseignement, à son énoncé d'enseignement, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va être probablement demandé. Donc, de commencer tranquillement à vraiment mettre les bases d'un énoncé d'enseignement avec comment vous entrevoyez votre enseignement, quelles sont vos techniques d'enseignement, vos approches. Donc, commencez à les écrire. Comme ça sera toujours là. Et d'avoir peut-être un autre document toujours en train d'être retravaillé sur votre plan de recherche, parce que ça, c'est ce que j'ai trouvé difficile aussi, c'est de vraiment de le rassembler dans un fil conducteur avec mon profil. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu plus challengeant là, pour moi d'écrire. Donc, mais c'est un processus que vous devriez commencer déjà à mettre des points clés dans un document. Comme ça, quand il arrivera le poste auquel vous voulez appliquer, bien, vous aurez beaucoup de documents déjà de préparés et vous pourrez passer plus de temps sur la lettre de présentation. Parce que je pense que les conseils qu'on a eus juste avant, ça s'applique aussi à la lettre de présentation. Comment on veut se présenter? Et puis,
l'autre conseil, c'était toujours d'être soi-même, hein, being true to yourself. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un profil aussi à présenter qui n'est peut-être pas celui des autres, qui est peut-être différent. Moi, j'avais deux choses que je voyais dans mon profil qui pouvaient me nuire un peu. C'était le manque de publication parce que je suis arrivée plus tard dans le milieu académique. Et au temps de ma maîtrise, moi, on ne parlait pas de faire des publications à la maîtrise. Alors, je suis arrivée un peu avec ce déficit-là. Et que j'ai un peu essayé de combler par d'autres qualités que j'ai, donc des qualités relationnelles, que j'ai essayé de mettre en évidence, des qualités de faire des ponts avec plusieurs autres chercheurs, plusieurs autres disciplines. Donc, j'ai essayé de jouer sur d'autres qualités pour dire, ben, voici mon profil à moi. Et aussi, moi, j'avais un petit enjeu qu'on m'a déjà donné comme un petit clic en disant toi, tu déménages beaucoup, tu bouges. Est-ce que tu vas être capable de t'engager dans un poste? Et puis, de rester avec nous, hein, quand on a parlé du commitment. Alors, moi, c'était quelque chose que j'ai dû mettre un peu plus en exergue dans ma lettre, en disant maintenant, je suis rendue à un moment dans ma vie où je veux m'intégrer dans un département pour longtemps. Et puis, j'ai tourné cette petite idée-là que j'ai beaucoup bougé dernièrement dans une forme de capacité d'adaptation. Donc, ouais, donc, quelque chose qui pouvait être un peu négatif, j'ai essayé de le mettre en positif. Et puis, finalement, je vous dirais que dans tout ça, quand on dit de rester authentique, parce que je pense que c'est vrai, parce qu'il y a quand même une rencontre. Il doit y avoir une rencontre entre ce que vous proposez et ce que le département recherche. And what the department is looking for. There might not be a meeting. It might not occur. Maybe it won't be an encounter. Les gens n'arrivent pas pour plusieurs raisons à voir qui vous êtes. Puis là, c'est là le travail en amont pour essayer de le montrer le mieux possible. Et puis aussi en entrevue. Possible qu'en entrevue, il n'y ait pas cette rencontre-là avec les membres du jury. Et puis, ça va dans les deux sens. Donc, je pense qu'à un moment donné, il arrive une rencontre. Puis, c'est là où les processus peuvent aboutir. Avoir la préparation, puis être soi-même, puis se fier aussi à sa capacité de rencontrer les membres du jury. Voilà. Merci Julie. And last but definitely not least, if I'm going to hand over to Vincent, who will finish this up with this half of the panel discussion. Ok, bonjour tout le monde, moi je suis donc Vincent, prof au département GRH d'HEC Montréal depuis 2 ans maintenant. Comme le trahit mon accent, je suis français, donc j'ai fait un move international, intercontinental pour venir rejoindre le Canada. Et les quelques conseils que j'aurais éventuellement à vous donner, le premier, ça concernerait le timing de votre candidature. Moi, dans mon parcours, je suis parti un peu trop tôt. J'ai commencé à candidater à peu près 1 an avant de soutenir ma thèse. Et ça a été une énorme machine à déception. J'ai pris que des refus. J'ai même, c'est pas pour dénigrer, mais j'ai pas été pris dans la plus mauvaise école de gestion de France. Et ça m'avait un peu cassé les pattes quand même. Et en fait, quelques mois après, j'ai repostulé à HEC où on m'avait pas offert de possibilité d'entretien. Là, j'ai été pris. C'est la seule candidature que j'ai faite d'ailleurs proche de la soutenance de mon doc. Et il y a ce délai, ce facteur temps qu'il ne faut pas négliger. Donc, je vous invite éventuellement à ne pas partir trop tôt. Il faut peut-être goûter la température de l'eau, mais si vous partez trop tôt, vous risquez de générer plus de déception qu'autre chose. Et la proximité du doctorat, c'est un facteur qui est vraiment déterminant dans l'œil des recruteurs. Le deuxième point, c'est par rapport à l'élément qu'avait souligné Johanna, qui était repris par la suite, le jeu politique des départements. Moi, ce que j'ai fait par rapport à ça, donc savoir dans quel jeu politique vous vous inscrivez et quelles sont les attentes du département. Par rapport à ça, moi, à chaque fois, j'ai sollicité un entretien téléphonique avec les personnes qui publiaient l'annonce. Et ça permet aussi d'avoir une petite idée de la manière dont votre candidature peut être reçue, parce qu'il y a des fois, on m'a juste dit, si vous voulez des informations, je crois qu'il y a pas mal tout dans l'annonce.
Et là, on vous ferme la porte au nez. Et puis, il y en a d'autres où on passe 1 heure au téléphone avec vous et puis on vous décrypte le jeu politique, etc. Ça, je pense que c'est effectivement bigrement utile. Moi, je me suis permis de le faire. Je pense pas que ça vexe les gens ou ni qu'ils vous trouvent trop intrusif. Et s'ils vous trouvent trop intrusif quand vous demandez un entretien au préalable, de toute façon, ils vous diront qu'ils n'ont pas le temps et vous comprendrez assez clairement le message. Donc moi, je l'ai fait. Je pense pas que ça m'ennuie. Troisième point, j'en ai que 5, je vais essayer de assez vite. Le troisième point, c'est vraiment essayer de privilégier la qualité à la quantité de vos candidatures. Ça, c'est ce qu'a dit Blandine. On reçoit des piles et des piles de CV. Quand on reçoit des candidatures hyper génériques, on va mettre quasiment à la poubelle. Donc, si vous sentez que l'écriture de votre candidature et de votre lettre de motivation vous vient pas facilement, c'est que c'est peut-être pas la bonne place, donc c'est que c'est peut-être pas la peine de postuler. Alors c'est vrai que quand on dit ça a posteriori, une fois qu'on a eu un poste, c'est facile. Je me souviens quand j'étais doctorant, quand on me disait mais tu voudrais quel type de poste, je me dis mais je veux juste un poste en fait, n'importe où, je veux aller n'importe où, mais en fait il faut quand même essayer d'être un peu plus sélectif que ça. Et si l'écriture de la lettre de motivation vous vient pas, c'est que c'est peut-être pas la peine d'appliquer. Autre point par rapport une des grandes surprises que j'ai eues par rapport aux lettres de motivation ou lettres d'appui aux candidatures, c'est qu'en fait elles sont lues. Moi, je pensais que les gens regardaient juste le CV et que les lettres, c'était juste pour le décorum, etc. Et en fait, non, les gens lisent réellement les lettres, mais ils en lisent beaucoup. Ce qui fait que on surestime sans doute la capacité des personnes à vraiment s'engager dans votre lettre. Et le conseil que j'aurais par rapport à ça, c'est donc apporter beaucoup de soin à votre lettre et apporter tellement de soin qu'elle sera facile à lire. En fait, on dit, ouais, on écrit à des universitaires, ils ont l'habitude de manier des concepts, etc. Ils sont hyper agiles, ils connaissent plein de trucs. Je tempérerai très, très fortement ce constat. Et en fait, quand on lit 50 lettres de motivation, ce n'est pas une littérature qui est vraiment captivante. Il faut faire simple et suffisamment simple pour que votre mère, et ça, c'est un exercice qui est excellent, pour que votre mère sache exactement ce que vous vendez dans votre lettre. Et donc, il faut qu'elle soit suffisamment simple pour qu'une personne qui soit extérieure au monde universitaire comprenne exactement ce que vous voulez dire. OK ? Et faut pas surestimer la capacité des relecteurs et il faut vraiment bien prendre en compte le fait qu'ils s'en tapent des tonnes à l'appel des lettres. Donc, si la vôtre est suffisamment simple pour être comprise du premier coup, vous marquez des points. L'autre truc par rapport à la lettre, donc il faut, comme on l'a dit, il faut bien comprendre la dynamique politique à l'intérieur du département. Faut pas surjouer, enfin je pense qu'il ne faut pas surjouer les complémentarités possibles avec les uns et les autres dans le département. Donc montrer qu'effectivement vous pourriez vous inscrire dans la dynamique du département, mais il faut que vraiment vous soyez, quand vous écrivez un truc, que vous dites je pense que je pourrais m'inscrire dans telle et telle équipe ou potentiellement faire des collaborations avec telle et telle personne. Il faut que vous soyez vraiment sûr de votre truc, sinon ça peut faire un énorme flop. Et si vous vendez une possibilité de collaboration et que vous allez tomber à côté de la coche, vous allez créer un effet dévastateur qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Donc, si vous vous avancez sur un fit possible, soyez vraiment sûr de votre truc. Mettez pas des choses parce que vous sentez que ça pourrait marcher. Écrivez-le que si vous êtes sûr que effectivement ça pourrait marcher. Et puis tout dernier point par rapport aux candidatures étrangères, effectivement l'immigration, surtout au Québec, j'ai l'impression a tendance à resserrer un peu la bride par rapport aux candidatures non canadiennes. Donc il y a un enjeu par rapport à ça, mais il n'est pas suffisant pour que vous soyez pas pris. Donc oui, je vous encourage malgré tout pour les non-canadiens à postuler au Canada parce que c'est vraiment une super belle place. Je veux dire, en termes de recherche, la dynamique est excellente, notamment en relations industrielles. Quand on voit ce qui se passe en Angleterre, en France, même au Danemark sur la liberté académique, etc., il n'y a pas tout ça en fait au Canada. Et les financements, même s'ils seront sans doute plus rares, restent relativement abondant, notamment par rapport à la France. Donc, faut pas que… effectivement, il y a des freins par rapport à l'immigration, mais le Canada, de ma petite expérience, est une tellement belle place pour faire de la recherche en relations industrielles qu'il ne faut pas que ça vous bride dans votre velléité de postuler. Donc voilà, c'était mes 28 recommandations.
et basé sur toutes les erreurs que j'ai pu faire moi-même comme candidat. Okay, merci Vincent. So now we're going to do a 10-minute question and answer with the audience. If anyone has any questions they'd like to ask, please either raise your hand using the Zoom function or ask the question in the chat and I can read it out to the panel. And once we finish that 10 minutes, we'll roll straight into the interview section of today's event. So does anyone have any burning questions? Okay, it doesn't look like anyone has any burning questions at this moment in time. Just about what you said, or about what any of the panelists said, as Johanna's just put in the chat, or about any other topics related to the application process. So feel free to ask those questions, or if you think of a question as the panelists talking about the interview section of the event, you can also ask it at the end as well. Okay, so we have a question from Hannah. Do you want to unmute your mic, Hannah, and ask the panel? Sure. Thank you for organizing this, and thanks to all of the speakers. I was wondering if anyone could shed any light on sort of linguistic capabilities for those of us who maybe are not fluent, let's say in French, but would be interested in applying for jobs in Quebec. Having worked in Europe, I know that many countries will give you a couple of years to sort of, you know, arrive at sort of high level of fluency. I was curious about, you know, sort of what the situation is, I guess, within Canada. So any insight you have would be great. Thanks. Kazi, Gregor here, maybe if you take several questions and comments and then we can respond. People have a chance to talk. Thanks, Gregor. So we have Laurence and Kai. Laurence, do you want to ask your question next? Oui, merci. Je vais la poser en français, si ça va, ou je peux le faire dans les deux langues, en fait. Mais je me demandais, en fait, s'il y avait des panélistes qui avaient déjà appliqué sur des postes dans des départements qui sont autres que les départements typiques dans lesquels ils ont réalisé leurs études. Je pose la question parce que moi, par exemple, je pense que je serais intéressée à postuler davantage dans des écoles d'industrie créative, par exemple, ou dans des départements d'art. Et puis, je trouve ça très difficile d'avoir accès aux postes qui sont ouverts parce que je n'ai pas nécessairement beaucoup de contacts dans ces départements-là. Donc, je me demandais si vous aviez des conseils par rapport à ça. Est-ce que c'est bon d'identifier une personne dans ces départements-là, puis de mentionner notre intérêt, puis de demander si la personne peut nous relayer de l'information? Ou... Parce que même en utilisant les moteurs de recherche, parfois c'est comme compliqué là, de trouver des postes dans d'autres universités puis dans d'autres départements. Merci. Thanks so much, Laurence. And Kai, do you want to ask a question as well? Yeah, great. Great panel. I learned quite a lot. I think there was like a common thread throughout on the kind of political subtext and the potential faux pas that you might not even know that you might be making. And I thought that was very powerful and quite challenging, I would say, from a early career researcher's perspective to navigate. And there was a comment on you don't want to be someone's candidate, but you want to make sure that you're everyone's candidate. From Gregor, I think. I thought that was a very powerful phrase. How do you make sure that you are everyone's candidate while being authentic, while being, you know, but you also don't want to be too authentic. So I think there are many things that's at play. How do you make sure that the full committee will be on board with you? Thanks, Kai. That was a great question. And Evelyn, did you have a final question before we hand back over to the panel for some answers? Oui, merci Cassandra.
Donc, je vais poser ma question en français. En fait, on entend souvent parler qu'il y a des chemins de carrière auxquels il faut faire attention. Par exemple, une fois qu'on a gradué, il ne faut pas attendre trop longtemps avant d'appliquer sur des postes de professeur. Ou bien, est-ce qu'on est mieux d'appliquer sur des postes de professionnels de recherche? Ou bien faire un postdoc? Par contre, on sait que les postes rouvrent de façon un peu, peut-être pas aléatoire, mais lorsqu'on applique, ça peut sembler qu'il faut attendre parfois des années avant qu'un poste dans notre domaine se rouvre pour lequel on a le profil. Donc, qu'est-ce qui seraient peut-être les pièges à éviter en attendant qu'on attend pour ce genre de poste-là, pour avoir la bonne opportunité, le bon profil et pas se disqualifier un peu par notre expérience entre-temps? Thanks so much, Evelyn. So if I could ask the panelists if any of them want to raise their hand if they'd like to answer one of those 4 questions, and maybe ask if we could keep responses a little bit brief because we're eating a little bit into the time for the second half of the session. I'm very keen to move through that too. Blandine, do you want to start us off? Je vais répondre en anglais à Hannah. Because we had 2 English-speaking candidates in a Francophone university, 2 applicants, and they got jobs in my department very, very recently. And we were ourselves surprised that we actually took in two English-speaking candidates at the same time during the same period of the recruitment process. And the reason why they were taken in, and I'm just basing myself on what happened, was first of all because they had already had much connection, a bit like Cassandra is at the moment through her postdoc, with the Francophone network where she would like to eventually work in. So there was a bridge already. And we knew that if we weren't taking that candidate, there would be somebody else who would be interested because the other criteria were being ticked by these candidates. And they also showed potential for learning the language. So for example, in one of the candidates presented in English, then answered the questions in French or asked us if he could repeat our questions in French. So he was making sure that he would understand. The other one had a better French and actually introduced himself in French, half presented in English and half in French, and then navigated between the 2 languages. There are also departments or universities that provide support, linguistic support eventually to new candidates, new recruits. So based on the support that is being provided, and this varies from one department to another, we can gauge as a department whether this person will be able to be up to eventually catching up on his or her French. And there are also some departments, just like HEC Montréal and at UQAM, where I am, it's the same. We have courses taught in English. Therefore, we are sure that at least these will be taught by these candidates while he's catching up with, or she's catching up with his or her French. And that varies very much from one department to the other. Thanks so much, Blandine. Okay, so Sara, did you want to answer the questions for it? Oui, merci. J'ai de la misère à gérer Zoom. J'ai applaudi au lieu de lever ma main tantôt. Donc, bravo. Juste pour répondre à la question de Laurence, ça ne sera pas transcendant, mais je peux partager qu'est-ce que j'ai fait. Moi, initialement, je me voyais dans un département, toujours dans une business school, mais vraiment dans un département extrêmement différent. J'étais sûre que mon profil allait fitter, donc j'ai écrit à un professeur que je ne connaissais pas, mais que j'avais entendu qui était très ouvert à la discussion. Informellement, on a pris une pause virtuelle, puis rapidement, il m'a vraiment très clarifié que je ne fitais pas du tout avec les attentes. Donc, j'imagine que tu as déjà fait ça. Là. Donc, ça a été l'approche. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point ce n'est pas à double tranchant de faire ça. C'est-à-dire que je me suis basée vraiment sur son opinion personnelle pour me dire, OK, ce n'est pas pour moi. J'aurais peut-être dû continuer puis persévérer, mais j'ai fait ça. Quelqu'un m'a donné du temps. J'ai eu l'information. C'est tout. Puis, pour la question de Kai, moi, je vais être transparente. J'ai appliqué à HEC, un département où j'ai été étudiante, où mes directeurs de recherche sont là.
il y a comme 3 éléments. La première, c'est qu'il y a des choses dans la perception des autres qu'on ne peut pas contrôler. Donc, s'il y a des gens déjà d'emblée qui perçoivent qu'on est affilié au CRIMT ou qu'on est X ou Y, il y a des choses qu'il faut un petit peu laisser aller ces choses-là, on ne peut pas les contrôler. Ce que moi, j'ai fait concrètement, c'est que j'ai limité mes contacts avec les gens du département pendant toute la période du processus parce que je ne voulais pas utiliser mes collègues, mes contacts pour essayer d'avoir de l'information ou qu'on croit que je vais chercher de l'information. Je voulais faire comme si j'étais une candidate comme les autres. Donc, je ne sais pas si ça l'a payé ou pas ou dans quelle mesure ça l'a joué, mais pour moi, pour ma perception d'authenticité, je me disais, ben, je vais être comme tout le monde, puis ça va peut-être limiter ce biais-là politique potentiel, je ne le sais pas. Puis l'autre élément, c'est que je pense qu'il faut réfléchir à sa candidature d'une manière large et holistique. Donc, moi, j'ai essayé de réfléchir à mes autres affiliations que le CRIMT aussi, sans nier l'importance du réseau, par exemple, ou sans nier l'importance de l'encadrement que j'ai reçu de Christian, qui est mon co-directeur, ou Marc-Antonin. J'ai essayé de réfléchir à toutes les autres personnes, à tous les autres réseaux, à toutes les autres choses que j'ai dans ma tête ou mes idées comme ça. Je me présentais comme une candidate un peu plus complète, selon moi. Donc, ça permettait peut-être à certaines personnes de voir des dimensions qu'ils n'avaient pas vues ou qu'ils n'avaient pas pensé. Donc, je ne demanderai pas à Vincent si ma perception était bonne, mais je dirais que ça serait comme ça que j'ai utilisé les choses, puis je suis à l'aise avec cette manière-là de procéder parce que j'ai l'impression que j'ai été très intègre dans ma manière de gérer les choses. I'll jump in here, Gregor. I think that Blandine gave an excellent response to Hannah's question about the idea of building bridges. And the only thing I would say as well is how to bring in the fact that your other linguistic experience and your other cultural experience is going to be a plus rather than negative. In some areas, for instance, if you say, I want to come and I want to teach labor law in Quebec, and you have no background in labor law in Quebec, and it's quite an embedded subject, then it's more difficult to say, well, not only does she have to do the language, or he or she, but he also has to do a complete refit in terms of understanding, as opposed to someone who doesn't have to do that. So I think that there will be that aspect, but you can see that there's a lot of openness in the schools and the way they recruit. So it shouldn't be an impossible obstacle. And I think that Blandine's advice was excellent. For Laurence, je vais dire le suivant. Je pense que c'est important d'habiter les lieux où les gens qui pourraient s'intéresser à votre candidature sont présents. Alors, on ne peut pas dire, mais je vais toujours aller au truc de la CRI et de l'IRA etc. Et en effet, ils doivent voir que moi, je suis tellement intéressant. Ils ne lisent pas là où je pourrais publier, mais ils doivent apprendre ça. Il faut plutôt dire comment je peux établir ma crédibilité, ma légitimité dans un autre domaine. Et je ne veux pas minimiser la difficulté. Et je veux juste souligner, par exemple, que bon nombre de personnes en sciences politiques sont venues dans le domaine des relations industrielles au Québec parce que c'est difficile de se faire embaucher déjà en ayant un créneau hyper spécialisé qui est plus ou moins enseigné dans les départements de sciences politiques générales. Alors, il s'agit vraiment d'habiter les lieux et puis d'établir que vous avez des choses à apporter au plan de l'enseignement. Je pense qu'on va arriver là sous peu, mais ce n'est pas impossible et ce peut être en plus. Et toujours est-il, je veux souligner, parce qu'on a déjà eu dans les échanges et les écoles doctorales du CRIMT, que le seul milieu au monde n'est pas le milieu universitaire pour les chercheurs. Il y a toutes sortes de travail et donc il faut penser aussi qu'ayant un doctorat dans le domaine du travail vous donne, comme une personne qui est spécialisée en plomberie ou électricité, la licence, la codification, l'accréditation pour mener des recherches autonomes qui peuvent être très importantes dans multiples lieux.
Et donc, et ça, c'est un peu une réponse à Evelyne aussi, c'est-à-dire les parcours vont être différents. Il s'agit de faire des choses qui sont intéressantes, qui vous passionnent. Et ça va transparaître dans la narrative que vous développez pour postuler sur des postes. Merci, Gregor. Very quickly, I know that both Julie and Johanna wanted to answer one of the questions there. So if I hand over to Julie first, then Johanna very briefly, and then we'll flip across very quickly to the interview section of today's event. And then if anyone has any follow-up questions, we'll try and get to another Q&A at the end. Okay, thanks, Julie. Oui, très rapidement, pour Kai, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir plaire à tout le monde. Il faut aussi se présenter, quand on disait, dans notre authenticité. Et puis, par contre, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, dans ma préparation, c'est que j'en ai parlé à beaucoup de gens autour de moi. Puis, effectivement, Christian, mon co-directeur, Catherine, ma directrice de recherche, m'ont fait montrer des choses que probablement moi, je n'aurais pas mis dans mon profil. Ils m'ont relevé des façons que j'ai de travailler que je devrais mettre en évidence. Donc ça m'a été utile. J'ai aussi, j'en ai parlé avec d'autres personnes avec qui j'ai aussi travaillé plus peut-être en ressources humaines. Puis là, il m'a dit, ah, ben, toi c'était ça que tu pourrais mettre en avant. Donc, d'aller chercher aussi le conseil des gens avec qui on travaille, parce que des fois, on n'est peut-être pas les meilleures personnes pour se trouver nos meilleures qualités. Donc, t'encourage aussi à poser cette question-là aux gens avec qui tu travailles. Voilà. Merci, Julie. Johanna, did you want to? Yeah, so just very quickly also on Evelyn's question, you know, if you don't land an academic job right away after you're done your PhD, but you are still aspiring to be in that space, you're waiting for someone to retire, you know, you just need to stay active, stay connected to the community. Getting postdocs is obviously a useful stopgap, and lots of times postdocs involve a lot of work really from the student. So the more that you can kind of craft a postdoc and get that set up for yourself, rather than waiting for one to appear, because many faculty members might be open to taking on a postdoc, and they might be able to help you in that process, but they may not have done it before you showed up with the idea. So you could be very active in creating your own space. And then, you know, trying to just be involved in maybe other research projects, you know, with academics who are existing, and you can still have contact with resources and working along that road. You know, the trap, of course, is that you need to live, so you need to make money. And a lot of people get into a lot of teaching when they're in that waiting period. And of course, that can be very dangerous if that takes up all of the time that you might need to keep your research profile active. Just quickly on Laurence's question as well. I agree with Gregor that it's hard to code shift into a new space. I mean, I, for instance, study video games, and only now, almost 10 years in, am I feeling like the video game studies community even knows who I am. So sometimes that can take a long time, but I think you can speed it up by, as Gregor says, trying to start being present in their spaces. Go to those conferences, hang out in those spaces, get to know, engage in their work, and then you can move that along a little bit more. And look for places that have a bit of convergence of the study of work in blank, right? So at my university, there's a faculty called FIMS. It's the Faculty of Information and Media Studies. They do a lot, all those people do sort of stuff that's very close to labor, but in those spaces. The Ryerson, you know, creative management and creative industries, those types of places are probably a more natural slide over than, you know, a Department of Arts full stop, right? But trolling websites and looking for people, does anyone study labor in these spaces, right? And trying to just build the blocks that way. Thanks so much, Johanna. So
I'll just very quickly segue into the second half of our session today. This part of the session will be looking at the interview process. So in a North American Canadian context, that usually takes two parts: your initial interview with the recruitment panel, which is often a shorter interview to shortlist one or two candidates that get brought before either the department or the school assembly. And the second part, which is more of a job talk presentation, where you present your work, both research and teaching wise, in front of the department or school. So I'm going to hand straight over to the panel to get as much time with them as possible. If I could ask the panelists to keep their responses to around 2 to 3 minutes, that should still leave us 10 to 15 minutes at the end for another Q&A. So we've got 2 questions, so each, the panelists will be split again. So the first question that the half panelists would be looking for is, I'm going to ask for maybe one best tip. So what would be your one best tip for, sorry, so what were some of the, oh, I'm reading the same questions from the last section again, which is not helpful. What would be your one best piece of advice to interviewees, particularly on how to avoid the typical interview traps? And for those who've been through the interview process and will be talking about their experiences, what were the main obstacles or difficulties, perhaps maybe one main obstacle or difficulty you faced during your job interviews? And if you want to include in that, if there were any unexpected questions that surprised you. So if I hand back over then to Gregor wants to start us off. Thank you, Gregor. If I hand back to you. I'll be really quick. First, I think it's important to point out that the differences between the Quebec universities and the rest of Canada, and I think we're going over to the US as well. There are differences in terms of labor market. So the labor market is much more stable and sedentary in the Quebec universities. Often they're hiring for a long period. It's much more mobile in North American universities, and you might be moving from one place to another. Not always, but sometimes. Secondly, in the North American backstroke English Canada universities, English Canadian universities, the job process is often a marathon. You meet everyone. You do it over a couple of days. In Quebec, it's exactly as Cassandra just outlined. So it's important to see how the differences in targeting work in relation to this. But what is common in both cases is that you have to appeal, and we heard this very clearly in Kai's wonderful summary of some of the first points, is that you have to appeal to multiple constituencies in this process. But my main piece of advice is, have you ever gone to a party, a social gathering, a family gathering, where someone asked you about your thesis and you thought that they were actually serious and wanted to know about it? And then you can see the tinge of regret as you begin to talk about it in the person's eyes that glaze over. Well, that's a little like your job talk. No one is interested in your thesis as much as you, and therefore you have to present it, in my view, as a puzzle which brings them in to think, that's interesting. They've drawn me in by looking at a puzzle, which means you're not getting bogged down in methodology, and you're talking about things that you found and making them relatable beyond then. And the other bit of advice that I will give is, it's so difficult, but so necessary to project yourself into the future. You have a past, you have a present, and you have a future. But when you're doing a PhD, it's only the present that seems to weigh upon you. And therefore, the trick in the process is projecting yourself into the future in a way which is credible and not simply a template. Well, I'm going to apply for this, I'm going to publish this, I'm going to do this. But making it so that your puzzle for your PhD is projected into the future in interesting ways that say, this is how it's actually, this is interesting. We see this person evolving in an interesting way as a researcher. And the final bit of advice is that most people who are listening to your job talk are assessing your ability to teach and not thinking about your thesis. So the
fluidity and the ability and the confidence with which you speak is actually quite important as opposed to the details of your thesis. That's the one time when you have a whole group getting together who are thinking, what's this person going to be like in a classroom? And often that's what I hear in the departmental meetings afterwards. Oh, you know, I thought that, you know, I could think myself that the content of the talk was idiotic, but they're only focusing on what they think might make a good teacher in the classroom. I'll stop there. Thanks so much, Gregor. Does anyone want to step forward and from the panel? I can jump in, I guess, maybe. I would agree with everything that Gregor just said. Less is more, less is more, less is more. High level. I've been in so many job talks where there is just so much information, so much minutia. You know, I'm working on 18 different things and I'm going to tell you about all of them. No, you know, your audience is dead by the time you're halfway through, and you've lost them. So just to reinforce that. The other thing I would say is, in addition to figuring out if you're a good teacher, if you can present, if you're relatable, this is also part of, you know, showing your personality, showing who you are. And what you really don't want to be is combative or defensive or ornery, especially with questions. And faculty members might challenge you in this space, right? You may feel like some tough questions are coming your way. You may face people who say, that's not what I would have done. You know, it can feel critical sometimes. And it's very important for you to show that you're the kind of colleague who can have a really hard conversation, right? And say, yeah, you know, take that on board. And because that's going to signal what you're like talking in the hallways or what you're like in a department meeting. If you're trying to really work through a tough challenge and people have different viewpoints, how you engage with your audience and answer questions is that signal as well. So be respectful, but also don't fall in the trap of being the PhD student. And I know this is hard because you are one. But you also don't want to be a pushover in that space and right and say, oh, you're right. Oh my gosh, I never thought about that. Oh dear, right? No, you've done this work, right? Own your work, stand up for your work, take things on board. That'd be great for next time. I'd really be keen to talk more about these elements, right? Those are chances to go into the nuance, but be the position that you're aiming for. Right? You're going to be a colleague as a professor in this department with these people and be that person in the job talk. Thanks so much, Johanna. Any of the other panelists want to step forward and give us some advice? Blandine. Donc, je vais parler en français. Je ne veux pas répéter ce que Johanna et ce que Gregor ont dit, mais juste de manière anecdotique encore, j'ai une collègue qui me disait pendant un apéritif, en fait, tu es beaucoup plus le fun qu'on pensait à ton entrevue. En fait, tu as un sens de l'humour et on ne l'avait pas vu. J'ai dû arriver avec mon pantalon très serré, ma chemise et mon ventre qui disait quand est-ce qu'on sera libre parce que j'ai dû arriver très, 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 très serré. Je pense qu'on va tous arriver vraiment, vraiment stressés et j'aimerais juste répéter ça un peu, c'est que ça se voit. Et ce que Johanna disait, on a envie d'un collègue avec qui on peut rire. Bon, je ne dis pas de faire le clown pendant toute l'entrevue, mais c'est correct aussi de placer un sourire, une anecdote, une petite histoire personnelle qui se lie aussi à comment vous avez développé peut-être vos questions de recherche ou vos intérêts de recherche. Peut-être un dernier petit truc que j'aimerais dire, c'est que bon, là, on a Cassandra qui nous limite à 2-3 minutes. J'aimerais la voir en entrevue, en fait, pour nous limiter à 2-3 minutes à chaque question. On a tendance parfois à vouloir tout dire ou à raconter tout ce qu'on sait parce qu'on connaît le plus notre sujet. Et essayez de synthétiser quand même vos réponses sans trop couper tout ce que vous dites, mais souvent, on a cette difficulté à arrêter de parler. N'attendez pas
qui vous coupe, qui vous interrompt pour poser une autre question. Et ça devient assez désagréable dans une entrevue, on le ressent. Il y a des collègues qui deviennent impatients, surtout sur Zoom, où on est beaucoup plus irrité en virtuel. Arrêtez-vous, sachez mettre un point final à vos réponses. C'est toujours très apprécié. On sent que vous savez ce que vous avez dit et que vous êtes confiant par rapport à ce que vous avez dit à chaque réponse. Thanks so much, Blandine, and apologies for playing the virtual timekeeper today. If I hand over to, I know we've got Sara and Nicolas both want to make a contribution. So, oui, Sara. rapidement, parce que je laisserai après à Sara. Mais je pense que ce qui a été dit sur le fait d'intégrer, de potentiellement intégrer une communauté est pour moi l'élément essentiel. C'est-à-dire que vous êtes dans une démarche qui a des étapes. Vous êtes déjà passé l'étape de la présélection. Alors là, potentiellement, les gens devant vous sont de futurs collègues. Et l'inverse est tout aussi vrai, c'est-à-dire que vous êtes dans un processus où eux aussi doivent, jusqu'à un certain point, vous séduire. Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, je n'ai pas une seule option dans la vie et c'est surtout pas l'impression que vous voulez donner. Et ça, pour moi, ça rejoint l'idée que c'est un processus qui peut prendre 2, 3, 4 essais dans des institutions différentes avant d'atteindre le poste, avant de rejoindre une communauté. Et aussi difficile que ce puisse être de se faire dire en entrevue, écoute, bon, ça le fait pas, c'est pas tout à fait ce qu'on cherche, surtout si l'entrevue s'est bien déroulée de votre point de vue et que vous avez déjà commencé à fantasmer sur l'intégration de cette communauté. C'est bien sûr plus difficile dans ces cas-là de vous faire dire, ben, finalement, ça fait pas l'affaire. Mais je pense qu'à la fin, si ça prend 2 ou 3 ou 4 tentatives, bien sûr, il faut apprendre là, de chacune de ces expériences, mais il faut aussi éviter de tout prendre comme si la réjection était de votre vous profond. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement contre vous que finalement la décision a été prise. Elle peut renvoyer au jeu politique dont on parlait au départ, dont vous n'aurez jamais en fait la couleur, même au-delà de votre processus de sélection. C'est-à-dire, vous ne saurez peut-être jamais en fait pourquoi on ne vous a pas retenu. Mon conseil, et probablement c'est mon conseil le plus important, si vous dites ce que je cherche à faire, c'est intégrer une communauté, c'est de passer rapidement à la prochaine phase d'entrevue ou à la prochaine phase de dépôt de candidature. C'est-à-dire que vous pouvez ruminer des mois sur le fait qu'on ne vous a pas retenu dans telle ou telle institution, alors que les raisons pour lesquelles on ne vous a pas retenu, encore une fois, dépendent peut-être pas du tout de votre profil, dépendent peut-être pas du tout de votre personne. Alors, pour moi, ça, c'est extrêmement important. C'est sûr qu'après les études qu'on fait au doctorat, quand on se présente sur le marché du travail, on aimerait que qu'au premier emploi postulé, bien évidemment qu'on nous dise oui, on reconnaît l'effort des 5, 6, 7 dernières années et puis bienvenue parmi nous, vous êtes maintenant le professeur qu'on cherche. Ça ne fonctionne pas, évidemment, toujours comme ça. Puis certaines des candidates qui ont obtenu des emplois ici vous diront peut-être, ben moi, j'ai appliqué 2, j'ai appliqué 3 fois. Parfois dans des milieux où finalement, à y regarder après, je me suis dit, après l'entrevue que j'ai passée, ben, finalement, c'était peut-être pas un milieu pour moi. Et c'est pas une société d'adoration mutuelle, là, une entrevue, mais parfois, vous vous dites, bon, ben, finalement, je n'ai pas eu un très bon feeling de l'entrevue qui me venait des intervieweurs. Et moi, je cherche à intégrer une communauté. Ce n'est peut-être pas celle, finalement, que je cherche à intégrer. Alors, il faut aussi prendre ça en considération quand vous allez faire votre bilan d'entrevue, si ça n'a pas fonctionné, ben, c'est de dire, je ne ramène pas tout systématiquement à moi-même. Je dis, ben, il y a des jeux qui se jouent dans les coulisses qui sont probablement plus importantes que ceux auxquels j'ai assisté au moment de mon entrevue. Je termine là-dessus. Thanks so much, Nicolas. Sara, did you want to?
Oui, en français. Donc, je vais finir avec le truc surprenant pour moi. Mais en fait, premièrement, on en a parlé, mais ce que j'ai fait pour me préparer qui m'a beaucoup aidée, je suis une personne très nerveuse et quand je deviens nerveuse et stressée, cognitivement, ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas bien en entrevue. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est vraiment un processus de co-construction, donc avec des collègues, des amis, des gens pas dans le monde académique, puis j'ai discuté beaucoup de mon profil, de ma recherche, puis on est arrivé à identifier un ou deux concepts clés sur lesquels j'ai tablé tout au long de l'entrevue. Puis ça m'a aidé. Puis dans ma tête, entre autres, la collaboration inter-entreprise, dans ma tête, je n'ai jamais travaillé là-dessus. Je travaillais sur plein d'autres affaires, mais c'était un fil conducteur que d'autres personnes m'ont amené à découvrir. Donc, je dirais se préparer, trouver un ou deux concepts simples, ça l'a aidé. J'ai un truc, donc se pratiquer, mais pas trop. C'est un équilibre qui est difficile, mais ce que j'ai fait, moi, concrètement, pour m'aider avec mon cognitif pas super rapide, ça a été de m'écrire un genre de dialogue de ce que j'aurais le goût de dire. Donc, dans ma présentation, dans mon entrevue, puis écrire ce dialogue-là m'a aidé un petit peu à voir qu'est-ce que j'ai le goût de mettre de l'avant, qu'est-ce qui m'a l'air intéressant. Puis, je me suis pratiquée avec mon conjoint, pauvre lui, puis avec d'autres personnes de la communauté, donc des gens du milieu académique, puis ça m'a aidé un petit peu, je crois, à développer de la confiance puis d'être concise. Troisième point, là, j'ai presque fini. On parle beaucoup du fond, mais la forme, je pense qu'elle est importante. Gregor mentionnait, puis d'autres l'ont mentionné, que c'est un exercice pédagogique en Zoom. Je pense que moi, personnellement, je trouvais ça vraiment plate de faire mes entrevues en Zoom, mais ça fait partie de la réalité. Donc, je suis allée sur Internet lire des trucs. Puis on disait, regardez la caméra, être souriant, essayer d'accueillir les questions. Qu'est-ce que Johanna disait aussi, comme doctorant, justement, c'est difficile de savoir est-ce que je dois défendre ma recherche ou est-ce que je dois accueillir les commentaires. Donc, essayer de voir comment on doit faire ça, surtout en virtuel. Puis la chose qui m'a vraiment surprise, il y a deux éléments. Le premier, c'est que les périodes de questions que j'ai eues de la part du département, ça a été non-stop, les questions. Donc, je ne savais pas si c'était bon signe ou mauvais signe, mais j'étais très surprise. Puis l'autre élément qui m'a surpris, c'est que j'ai eu des tonnes de questions sur mon cadre théorique. Donc, ceux qui me connaissent savent ma passion pour mon cadre théorique, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Donc, il y a ça aussi, là, des fois, les collègues, les professeurs amènent sur des terrains qu'on ne s'attend pas. Puis, je pense qu'il faut essayer, comme en conférence, de patiner puis de répondre au mieux avec humilité, mais confiance. C'est tout. Thank you. Merci, Sara. Hand over now. Je vais revenir sur ce qui a été dit parce que ça me paraît tellement important, mais être clair et concis, je pense qu'on sous-estime cette importance. On vient de passer 3, 4, 5, 6 ans à travailler sur sa thèse. Devoir la présenter en un quart d'heure, c'est vraiment très compliqué. Et puis on se dit qu'on a affaire à des gens hyper intelligents. Ne surestimez vraiment pas votre jury et le nombre de fois. Donc, vous dites, il faut que je place des concepts hyper élaborés, etc. Le nombre de fois où on s'est regardé avec nos collègues à la fin d'une présentation, on a dit, j'ai rien compris, c'est hallucinant. Donc, faites vraiment simple. Ça, c'est mon conseil. Et faites court aussi. Quelqu'un qui déborde de 3 minutes, on lui en voudra. Quelqu'un qui termine 3 minutes avant, on lui en voudra pas. Au contraire. Quelqu'un qui sait maîtriser son temps. Donc, ça, vraiment, faites hyper gaffe à ça. Et pour maîtriser, je pense qu'il faut à peu près 0 place à l'improvisation. Donc, pour revenir sur ce que vient de dire Sara, la répétition, c'est vraiment un excellent exercice. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir présenter 2 fois face à des personnes qui étaient vraiment très honnêtes en me disant, là, Vincent, on ne comprend vraiment pas. Et je ne sais pas si j'étais ultra clair pendant ma présentation, mais je l'ai été un peu plus que ce que j'aurais été si je n'avais pas eu ces rounds de présentation. Donc, entraînez-vous avec des personnes qui auront vraiment l'honnêteté de vous dire là, on ne comprend pas. Moi, je pense s'entraîner beaucoup, c'est pas un mal, mais il ne faut pas s'entraîner beaucoup jusqu'à la dernière minute. Parce que si on s'entraîne trop, genre les 2-3 jours juste avant, ça va alimenter le stress. Mais il faut quand même laisser très peu de place à l'improvisation, je pense, pendant son speech, pour justement faire rebaisser le stress. Un des autres trucs qui m'a beaucoup étonné aussi dans les entretiens,
c'est l'écart qu'il peut y avoir entre ce qu'on dit qu'on est et la manière dont on le véhicule. Et l'exemple le plus typique, c'est moi, je suis un prof qui laisse énormément de place à la participation et qui ne laisse aucune place à la participation pendant son speech. Donc, s'il y a des moyens d'embarquer les gens dans son auditoire, y compris pendant la présentation de sa recherche, ça marque vraiment beaucoup de points. Donc, n'hésitez pas à trouver des astuces pour embarquer les gens. Et moi, il y a un entretien qui m'a vraiment marqué avec un candidat que j'ai trouvé exceptionnel, qui avait fait des trucs assez surprenants, assez à contre-courant de ce qu'on trouve dans les entretiens d'embauche. Et moi, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Il a tapé dans l'œil de pas mal de monde. Et laisser de la place à un peu de la surprise, à l'interaction, etc. Ça c'est très, très apprécié parce qu'on s'ennuie parfois un peu, voire beaucoup dans les entretiens. Et si on crée de l'interaction et de la surprise, paf, là, vous allez vraiment capter les personnes. Donc, je ne vous dis pas de venir costumé pour attirer l'attention des gens, mais trouver des petits trucs pour attirer l'attention, c'est vraiment hyper payant. Et puis, bon, on avait dit deux, trois, je vais m'arrêter sur ce dernier parce que, bon, tout dernier point pour les candidats qui sont non canadiens. Pour les candidats qui sont français, typiquement, je sais pas à quel point c'est transposable, mais les Français ont pas forcément une super bonne réputation au Canada ni au Québec. Et parmi les clichés qu'on peut avoir, c'est celui d'être arrogant, de tout savoir, etc. Et moi, à la fin, une fois que j'ai été embauché, on dit Vincent, pour un Français, tu étais étonnamment modeste. Et donc je me dis qu'il faut peut-être avoir en tête, quand on a un candidat étranger, les clichés qu'on pourrait avoir en tête sur notre propre nationalité pour essayer d'une certaine manière de les déjouer. Enfin, le truc, c'est que moi, je me suis pas dit qu'il fallait que je sois super modeste, mais il y a d'autres candidats français à qui on a reproché potentiellement soit le manque de modestie, soit le truc qu'on dit aux Français, c'est qu'ils enseignent au monde la bonne parole et ils ont tendance à être beaucoup trop magistraux. Donc là aussi, si vous avez en tête potentiellement des clichés par rapport à votre nationalité, dont la manière dont les Canadiens pourraient vous voir, ça ne peut pas vous nuire que de les avoir en tête. Donc voilà, mes 7 et 8e conseils, je les garde pour plus tard. Donc voilà pour l'essentiel. Merci Vincent. Julie, did you want to add anything before we turn over to the Q&A? Yeah. Oui, je voulais revenir que j'écoute tout le monde, puis je suis comme un peu stressée moi-même. Je me dis, oh mon Dieu, qu'il y a tellement de choses, puis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, puis les erreurs. Là, je comprends que c'est pas facile, passer ces entretiens-là. Et c'est aussi, je reviens à ce qui a été dit, c'est très contextuel. Puis, le virtuel ajoute aussi une dimension. On est peut-être plus habitué maintenant qu'on l'était là 6 mois avec le virtuel. Mais dans mon dernier entretien qui a fonctionné, il y avait vraiment un espace de collaboration puis un espace de discussion. Donc là, moi, tout de suite, je me suis sentie plus à l'aise parce que je préfère ce mode-là. Et j'ai pu entretenir une conversation avec les membres du jury. Et ça a du bon côté puisque on n'a pas besoin de tout dire. On ne se sent pas pressurisé de tout dire concentré dans un 3 minutes. On sent, en tout cas pour moi, je sentais que j'avais de l'espace pour pouvoir discuter et je me suis sentie moins pressurisée à ce moment-là. Par contre, ça a eu l'effet de dire que j'ai été challengée. Et donc là, c'est comme Johanna parlait. Des fois, les questions, on essaie là, de coincer. Surtout, moi, c'était théorique. Donc, j'ai eu une grande discussion, beaucoup sur la théorie, l'avancement, mes connaissances, mais aussi mes apports. Donc là, effectivement, il y a eu un échange un peu plus musclé. Et le point où je me suis sentie un peu plus challengée, il a fallu que je sois plus vite sur mes pattes. Mais aussi, la question, moi, qui m'a beaucoup surprise, c'est comment est-ce que je vais participer à la poursuite des orientations stratégiques du département? Donc, ma question était, qu'est-ce que vous voyez dans le département qui devrait être amélioré ou sur lequel le département devrait se pencher pour les objectifs futurs? Et ça, moi, ça m'a un peu gelée parce que là, je savais que j'étais en terrain miné parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas tous. Moi, je ne connaissais pas les discussions internes au département. Donc là, je me sentais un peu marcher sur des œufs.
pour savoir si j'avance telle orientation, est-ce que je vais me mettre à dos d'autres personnes? Est-ce qu'il y a un conflit sur quelque chose? Donc, je ne sais pas. Donc là, il a fallu que je sois beaucoup plus diplomatique. Et puis, j'ai trouvé que cette question-là, en tout cas pour moi, me déstabilisait. Alors, je ne sais pas si j'aurais pu mieux me préparer. Je connaissais déjà des enjeux du département. Alors, j'ai un peu misé là-dessus, mais de façon assez subtile pour ne pas trop me positionner dans la confrontation à ce moment-là. Alors, ça, c'était une des questions là, qui m'a un peu plus embêtée. Thanks so much, Julie. So we'll hand over now for questions from the audience. I know we've already got one in the chat in French, which I think Evelyn will present now. So if anyone who wants to intervene with questions, whether about the interview process, either stage, or the application process, which we talked about earlier, if there wasn't time for you to ask your question then, feel free to ask them now, put your hands up, put them in the chat, and we'll ask a couple now. Let's Evelyn, would you like to pose the French question that's already in the chat from Nedra first? Oui, je peux y aller, mais merci Cassandra. Donc, ici, on a une question de Nedra qui voudrait savoir, en fait, est-ce que la question de genre peut être un facteur, en fait, considéré lorsque l'on sélectionne les équipes? Donc, par exemple, vous êtes dans un département où il y a peu de femmes, est-ce qu'il pourrait avoir à ce moment-là un élément de discrimination positive pour avoir plus de femmes pour rebalancer le département? J'imagine qu'on peut même étendre la même chose au niveau de la visibilité sur plusieurs éléments là, que les professeurs peuvent avoir. Thanks so much, Evelyn. Does anyone else have any other questions to ask for that round? I just want to draw everyone's attention to Johanna's response in the chat, which is basically some advice to have some questions of your own, because during the interview, the committee will ask if you have any questions or if they can clarify anything for you, and it being less awkward if you have some and not just the sound of crickets. And she advises to choose these carefully because questions show your interest and where you might want to contribute, engage rather than just be utilitarian. So that's a really good point. I might hand over to, I know Julie and Blandine have got their hands raised with a potential, oh, Julie, maybe not, Blandine, definitely. So we'll hand over there, and if everyone could put their questions either in the chat or raise their hands to ask their questions afterwards. Thanks, Blandine. Je vais juste répondre rapidement à Nedra. En tout cas, au Québec et puis sûrement dans d'autres universités, certaines conventions collectives à force égale donnent la priorité, enfin, encouragent en tout cas le département à choisir une femme dans la mesure du possible pour rééquilibrer certains départements qui ont été pénalisés dans le passé par rapport à la parité de genre. Donc, ça va vraiment dépendre des universités, mais les départements sont au courant de ça. Donc, quand ils regardent des CV à force égale et à critères de sélection étudiés, il y a cette question qui se pose, est-ce que nous avons besoin de plus de femmes? Donc, c'est déjà intégré souvent dans le système du département. Je voulais juste rappeler pour les surtout pour les départements syndiqués. Thanks so much, Blandine. Justin's got a question in the chat. He's asked, is it necessary to know faculty in the department where you're applying? And have any of you hired new faculty without having met or seen their work before? So does anyone want to take a stab at that question? Whether it's... Gregor here, I'll just say, we do that all the time. There are, if you like, forms of internal recruitment channels, and there are forms of external recruitment channels. And I would say that the external recruitment are as likely as the internal recruitment, for at least for a large school like ours. So. Johanna, did you want to add anything to that, or? Just same, you know, sometimes knowing people in the department can work really well for you and sometimes not, right? Because a committee can also say, well, are you just
in this person's pocket, you know, not in the same way, but I've been on committees before where someone has really been advocating for someone who was kind of in their network, and that didn't help that candidate. So sometimes being an unknown entity is good. Sometimes being a known entity is good. And you really probably should just not worry about it because it's not something you have control over. Just go be yourself, and that's all you can do. Thanks so much. If I can just add, I think there's a strong element of serendipity in hiring. And, you know, some will call it fate, others will call it serendipity, whatever you want to call it. And of course, you try and structure it, but you don't know when the opportunities will arise and when there's just that magic fit that works at that particular time. And since you can't control those things, you try and make best of it what you can. Thanks, Gregor. We've got another question in the chat from Kai, who's asking, can we have a sense of the hiring interview rubric used and how different criteria might be weighted through the interview process? And he's also asking, is there a general sense of like hiring outlook for the next, 1 to 3 years, maybe in terms of numbers of positions or themes or topics? If anyone wants to take a stab at answering one part or all of that question. Sara? Oh mon Dieu, moi puis Zoom, là, c'est pas une joke. J'aime ça parce que ma soutenance de thèse va être par Zoom, ça va être le fun. Kai, juste pour répondre à ta question, vraiment basée sur ma petite expérience, ce que je comprends, c'est que le type de question, la structure, évidemment, les attentes en termes de contenu, ça varie sur le plan local. Donc, ça dépend vraiment des départements, des comités. Moi, je sais que dans le contexte d'HEC, on m'avait donné des instructions très précises lors des 2 entrevues. Donc, les thématiques qui vont être discutées, le temps qui est imparti et la formule, c'était extrêmement clair les 2 fois. Puis je sais que dans d'autres contextes, c'est pas le cas. Ça peut être mal vu de poser ces questions-là d'avance. Donc, je pense que, je sais pas pour les autres, mais c'est très... ça dépend beaucoup de la culture de l'organisation du département et tout ça. Je m'en allais quitter, ça va bien. Thanks so much. Okay. Does anyone have any final questions? No? In which case, what I'll do is I'll go back to the panel and ask if there was anything that you really wanted to say in either parts of whether about the application process or the interview process, and because of my time management policing, you weren't able to say. Do you want to expand on that now? Anyone? No? Oh, Johanna? I can We maybe need jump in. Vincent's 8th piece of advice. He held that back. He's holding back on his 8th piece of advice. Vincent. Oui, peut-être le tout dernier point, à nouveau pour les candidats étrangers, c'est que les recruteurs canadiens sont très stressés à l'idée que une fois que vous serez au Canada, vous voudrez partir très vite parce que vous ne résistez pas à l'hiver. Donc là aussi, donnez 2-3 signes comme quoi vous connaissez le pays ou que ça fait longtemps que vous y pensez, etc. Et vous montrez rassurant sur le fait que vous êtes résistant au -20 et que vous pourrez survivre à la période hivernale sera apprécié. Donc, mais ça, moi typiquement dans mon cas, voyons donc. On m'a demandé ce que je faisais l'hiver, etc. Ce qui m'intéressait au Canada. Donc, bon, ça c'est. Je pense que même dans la lettre, on peut le glisser. Si vous avez eu la chance de venir régulièrement, ce que vous avez aimé, etc. Parce que j'ai l'impression, peut-être que les Canadiens me contrediront, mais que ça fait partie quand même des craintes de voir les gens arriver et repartir très vite parce que le Canada, l'expérience canadienne a été mal appréciée par les recrues non canadiennes. Merci Vincent. Johanna, did you want to take the floor? Yeah, the one thing I would say that no one has said before is we're industrial relations scholars, so check out the collective agreement at the place where you're going to be working. Call the union.
and speak with a rep there, right? Particularly around salary and what things you should be negotiating for, right? So have a look in the collective agreement, know what your entitlements are, call the union. They'll be able to give you a broad range where recent hires have been falling, right? If you're applying for a job in Ontario, go on the sunshine list. Everyone public servant who makes $100,000 or more in Ontario is listed on that list. You can look at recent hires. They're going to now be a year out because it takes a year to show up on the list, but you can see, right? So you can benchmark and you can go into those environments really prepared and really well placed, because you want to ask for everything that is you're entitled to. So make sure you get everything in the collective agreement. And that can also help you benchmark what more you might ask for, whether that's reasonable or not reasonable. So, you know, use your skills. Thanks so much, Johanna. If I hand over now to, I know we've got Julie, Gregor and Nicolas waiting just to give us some final thoughts. So if I go to Julie first. Oui, juste rapidement, c'est l'important, c'est la préparation, mais c'est aussi d'être en forme la journée de l'entrevue. Donc, peut-être de prendre, ça a été mentionné quelques jours avant, pour relaxer puis être en forme. Je pense que ce serait mon dernier petit conseil. Thank you, Julie. Gregor, did you want to step in and final piece of advice for the group? Yeah, rapid fire. Johanna gave great advice, though I think that that is a post-hiring action. In other words, people will try and do that and don't get drawn into a discussion about the conditions under which you might be hired before any decision is made about hiring you, because it could affect negatively the thinking, despite yourself, and because you often don't have a clue what the question is actually about. I would make a second observation, and this is in relation to Sara's very good advice. It's how you can demonstrate your listening skills. And you're stressed out, but the question is, are they actually able to understand the questions? And one of the techniques that you always use in this is you reformulate the question to make sure that you've understood it. That gives you time to think about it, but it also is a double check that you've actually understood the question and that other people have understood the question. And that really enhances the impression of your listening skills. And often people will ask you about theoretical frameworks because they don't know what else to ask about. And it's the only part that they can latch onto. Otherwise, they'll ask you a really stupid methodological question. And sometimes when the questions are really stupid, you have to be pleasant, you can be humorous, but you also have to let other people know that, without being offensive, that you found the question a bit odd as well. And you can rephrase it, you can throw it back. And if the person that everyone finds in the department is a pain in the butt and they ask a dumb question, others won't mind that you have a sharper response or a humorous or an interesting response to this. And that is, as Johanna said earlier, own your knowledge. And you know, I made a comment on the chat that you all have fantastic accomplishments, and most people would recognize this. The academic milieu is such that sometimes it's more difficult to this, but be proud of what you've done and want to explain it. Thanks so much, Gregor. If we go to Nicolas for the final thought of the morning. Et puis je terminerai éventuellement sur la même note que Gregor, mais premier de mes deux conseils en sommation, pourquoi vous appliquez pour ce travail, ce job en particulier? Pourquoi à Toronto? Pourquoi à Montréal si vous êtes de l'extérieur? Pourquoi au Québec? Pourquoi au Canada? C'est extrêmement important, encore une fois, parce que vous cherchez à intégrer une communauté, de démontrer que ce n'est pas un choix parmi d'autres, ce n'est pas une communauté parmi d'autres. Donner aux intervieweurs ou donner au comité même qui sélectionne l'impression, par votre lettre d'accompagnement, par exemple,
que c'est dans vos premiers choix, c'est là où vous voulez travailler, parce que la tradition de recherche, parce que la tradition d'enseignement, parce que les collègues sont ci, ça. C'est important, c'est pas être flagornaire, c'est de dire, ben, je cherche à intégrer une communauté, puis voici quelques-unes des raisons pour lesquelles je souhaite le faire. Et a fortiori, si vous êtes de l'extérieur, parce que ça revient à ce que Vincent disait, et ça revient à ce que Johanna disait, c'est extrêmement coûteux de mettre en branle tous ces processus, et politiquement, faire ouvrir ce genre de poste, c'est parfois extrêmement difficile. Alors, on ne souhaite pas brûler des cartouches avec des candidats qui éventuellement vont être là 3 mois. Et puis, où on réalise tout à coup que c'était un tremplin pour appliquer dans une autre université qui était en fait l'objectif initial du candidat. Alors, c'est important d'expliquer pourquoi, finalement, vous vous intéressez à ce poste-là et à cette communauté-là. Et puis, pour reprendre ce que disait Gregor, moi, je pense que vous devez vous faire confiance. Et c'est extrêmement compliqué de le faire au terme du processus que vous menez, parce que le processus doctoral est une longue déconstruction de votre ego, parce qu'on vous questionne constamment, vous vous remettez en question, on vous remet en question. Et donc, il faut tout à coup, au terme de ce processus-là, rebâtir votre ego et puis dire, ben, c'est un accomplissement exceptionnel que d'avoir réalisé la recherche que j'ai réalisée. Et maintenant, je dois être confiant de ce que j'apporte à un département ou de ce que j'apporte à une unité. C'est mon savoir, c'est ma personnalité, c'est ci et c'est ça. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important. C'est pas facile parce qu'encore une fois, c'est un processus qui gruge progressivement votre ego, qui le déconstruit petit morceau par petit morceau jusqu'à ce que parfois vous vous posiez des questions à savoir est-ce que je suis l'imposteur, est-ce que je n'ai pas ma place là, c'est pas, j'ai l'impression que finalement je n'y cadre pas. Et donc c'est important à partir du moment où vous terminez vos études de rebâtir progressivement cette confiance et puis rebâtir votre ego et puis d'être confiant que vous pouvez postuler ces emplois-là au même titre que d'autres l'ont fait avant vous. Thank you so much, Nicolas. I just want to wrap up the session today and say a huge, huge thank you to all of the panelists on behalf of the PhD committee and the PhD network for your time, and particularly for making this session. I know these comments that have been echoed in the chat, really positive and really constructive. And I know it's not necessarily always the easiest job market, particularly internationally. So for giving us, those of us who are looking to move into an academic career track, a little glimmer of hope and optimism as we go forward in our job searches. So really a huge, huge thank you for your participation today. And I think that takes us to the end of the session. So thank you a lot. And thank you for everyone from the network for attending. I hope you found this as useful as I certainly did. So thanks, and I hope to see you in the other 2 sessions tomorrow. Oui, vous retrouvez demain matin. À quelle heure déjà, Evelyne? On débute demain matin à 9 h, donc ne vous laissez pas avoir par ce matin qu'on est à 10 h. Donc, on commence à 9 h demain matin. Ben, au plaisir de vous retrouver tous. Nice to see you all. Bye-bye.